Bonjour à tous. J'avais prévu de parler en anglais, mais on m'a dit que c'était possible de parler en français, donc je vais vous parler en français. Alors, ce sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est un peu la suite de ce que Raja Chatila vous a montré, puisqu'il va montrer les fondamentaux, et moi je suis professeur en informatique, et je fais ma recherche en fait sur les IA génératives et les chatbots, et aussi sur les issues éthiques, c'est-à-dire les challenges éthiques. En ce moment, donc, vous avez vu, il y a beaucoup d'outils qui deviennent disponibles, il y a beaucoup d'outils qui sont très performants. Il ne faut pas oublier qu'ils sont très chers, ces outils. GPT-4, par exemple, c'est plus de 100 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on ne peut pas faire des outils comme ça dans tous les laboratoires. Donc ce sont les géants du numérique, quelques sociétés américaines ou chinoises, qui ont la possibilité, en fait, de construire ces énormes modèles. Ensuite, il y a deux cas de figure. Soit ils font pour vous vendre des services, de la publicité, etc. Soit ils sont en open source. Et ce qui fait que nous, les chercheurs, on peut les utiliser, vérifier leur qualité et faire une espèce de surveillance de ces outils. Mais c'est plutôt une minorité. Donc vous voyez, il y a déjà des challenges, rien que d'ouverture, en fait, de la connaissance de comment ces systèmes sont faits. Dernièrement, on a vu beaucoup de compétition entre les géants du numérique sur ces sujets, avec beaucoup de marketing dans les paroles de beaucoup de personnes qui étaient au sujet des capacités de ces machines IA à arriver à être super intelligentes, avoir une conscience, être générales, pouvoir répondre à toutes les questions. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est de dire que tout cela est faux. Il y a beaucoup de marketing et qu'avec ces systèmes d'IA générative, on n'arrivera jamais à faire émerger quelque chose qui ressemble à l'humain. Qui ressemble dans le sens où nous sommes avec un corps qui ressent et la machine n'en a pas du tout. Et elle n'a pas d'histoire et c'est ce genre de choses qu'on va voir ensemble. Malgré ça, vous entendez parler, et Raja en a beaucoup parlé, il y a des fake news, il y a des mauvaises utilisations de ces outils, et même s'il n'y avait pas d'intention de nuire, ces outils peuvent faire des erreurs énormes. Et donc ils sont dangereux, quelque part, si on n'est pas capable, nous, de faire la différence entre ce qui est fait par une machine et ce qui est fait par un humain. Et la dérégulation qu'on voit arriver par le président Trump, le futur président des États-Unis, avec Musk, est très inquiétante. Mais en même temps, c'est la fin de ma présentation. On verra ensemble que c'est aussi une occasion, peut-être, de voir une expérience en grandeur. ChatGPT, donc c'est un assistant virtuel, c'est quelque chose qui peut vous parler, vous répondre à vos questions, vous avez sûrement utilisé, qui peut être nourri de données qui sont plutôt des données pas terribles, qu'ils ont collectées sur Internet, avec des contenus qui sont pornographiques ou qui sont violents, et la machine va apprendre cela. Donc ces systèmes, souvent, ce que font les grands géants du numérique, ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, c'est qu'ils avaient des filtres derrière pour éviter que ça dérape trop. C'est très difficile, en fait, à mettre en œuvre, et c'est très difficile d'avoir un système qui n'hallucine pas, qui n'est pas capable, en fait, de faire certaines erreurs. Donc, il faut bien comprendre que le grand jeu de tous ces industriels, c'est de camoufler toutes les hallucinations, d'éviter que ça parte dans tous les sens. Pour ça, ils demandent à des humains de travailler. Donc en fait, dans ces systèmes d'IA générative, on a une partie qui est de l'auto-entraînement sur des milliards de données pour faire un modèle génératif capable de produire la suite de votre prompt. Et ce modèle, c'est un peu comme un puzzle. Imaginez cela. Vous prenez des milliards de données et vous réduisez à un modèle qui est un encodeur. Et lorsque vous écrivez votre prompt, il va poursuivre, un peu comme quand on fait de la complétion. Vous mettez un mot et ça donne la suite. Et donc ce système produit la suite de ce que vous avez écrit. Alors on a maintenant des instructions, en plus, on peut lui dire traduit, synthétise, plein de choses très utiles en fait pour nous. Et il y a cette partie d'alignement où là, on a d'autres algorithmes où on surveille un peu plus ce qui va se passer et puis on va aussi utiliser ces outils pour faire des applications d'intérêt pour nous aussi. Donc il faut bien comprendre, moi je suis très pro-techno, mais pas à n'importe quel prix. Donc il faut comprendre plus quels sont les concepts derrière ces machines et qu'est-ce qu'on peut faire pour bien les utiliser.
La petite phrase que je donne en général pour expliquer comment marche une IA générative, c'est de dire qu'à l'intérieur, sur du texte, j'ai encodé dans mon gros modèle quelque chose qui s'apparente à j'ai appris le contexte des mots. On connaît un mot grâce à ses voisins. Vous voyez, si je vous dis le petit tatata boit du lait, ben c'est quoi qui boit du lait? C'est le chat, l'enfant, le bébé. Et donc on comprend assez vite que c'est cette compréhension de l'attention, c'est-à-dire des mots qui vont être présents en même temps, que cette machine va encoder. On va l'utiliser donc pour générer du texte, pour générer des images, c'est la même chose, c'est un puzzle sur les images. Alors, l'important, ça serait pour nous de pouvoir différencier ce qui vient d'un humain ou ce qui vient d'une machine. Et je vais vous faire un petit test après, et vous allez voir que c'est difficile. Mais pour maintenir ces distinctions, on travaille aussi à la recherche à essayer de mettre ce qu'on appelle des watermarks, c'est-à-dire des filigrammes, des marques à l'intérieur du texte ou de l'image qui sont invisibles, mais qu'un système pourrait détecter en vous disant « ça, c'est fait par un humain » ou « ça, c'est fait par une machine ». Et on espère que l'Europe, et partout dans le monde, on aura bientôt cette façon de vérifier d'où vient le système. Alors voilà le petit jeu que je vous donne ici. Vous avez 3 visuels. 2 sont faits par des machines et 1 par un humain. Qui dit que c'est la première image? Vous levez la main. La deuxième image, la troisième image, bon, vous êtes très fort. Pourquoi? Parce que les écritures, c'est difficile, c'est du puzzle, ce que je vous ai raconté. Donc quand ils recombinent, c'est pas évident avec de l'écriture. Donc c'est vraiment celle-là. On va faire plus difficile avec des dessins d'enfants. 1, qui dit la 1 vient d'un humain? La 2, la 3, eh bien là, c'est la 3. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits traits là, qui ne sont pas souvent présents en fait, dans le corpus. Et donc en fait, la machine, elle apprend les régularités en fait, dans toutes les données. Donc les choses qui n'apparaissent pas souvent, elle ne sera pas capable de les régénérer. Donc vous voyez que c'est DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, c'est 3 types d'algorithmes. Comprenez bien, pour démystifier tout ça, que lorsque vous utilisez un système génératif pour produire du texte, moi, je vous conseillerais d'en utiliser un deuxième, avec les mêmes phrases en entrée, pour regarder comment ce système, finalement, se comporte. Ça démystifie assez bien qu'on est devant des machines qui vont répondre différemment à la question suivant ce qu'elles ont ingurgité comme données. Donc il faut bien comprendre que la numérisation de nos données, déjà, ce n'est pas nous, c'est très loin de nous. Il n'y a pas les émotions, il n'y a pas le feeling, il n'y a pas de l'amour, il n'y a rien dans tout ça, il n'y a pas de la vie. C'est une image de ce que nous sommes. Et à partir de ces images, on fait ces modèles qui peuvent être utiles à certaines choses. Mais ils ne sont pas intelligents au sens humain. Ils n'ont pas d'esprit critique. Il n'y a pas de compréhension même. Quand la machine fait la suite du prompt, elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de produire. Et donc, elle n'en est pas responsable non plus. Et d'ailleurs, c'est vous qui êtes responsable de la sortie. C'est marqué en petite ligne, mais quand vous produisez un prompt, si c'est la copie de quelque chose qui existait, c'est vous qui êtes responsable. L'IA n'a pas d'intention, pas de planning, pas de but. Et c'est l'humain qui lui donne tout ça. Elle n'a pas non plus de conatus, le fait de vouloir vivre, de désirer exister, ça n'existe pas dans ces machines. Alors on fait des tas de benchmarks, on appelle des benchmarks, des vérifications de comment marchent ces outils qui sont assez intéressants. Et de plus en plus, les gens disent « Ah, mais on va aller vers évaluer l'intelligence générale ». Et là, moi je dis, c'est du marketing. Première chose, cette machine ne comprend pas notre monde. Donc, j'ai bien dit, elle n'a pas de corps. Mais en même temps, elle est en train de raisonner, enfin d'essayer de raisonner, c'est même pas ça, de faire des statistiques sur des données numérisées, qui n'ont aucune information, ni spatiale, ni temporelle, ni de sens commun. Donc c'est limité. Il y a une absence de perception directe, que peut-être on pourra résoudre avec les lunettes de méta, qui vont regarder le monde comme nous le regardons, qui vont peut-être apprendre de nos interactions aux autres, mais en fait cette machine, elle n'apprend pas des autres pour l'instant. On lui donne des données et elle mouline ces données. Donc elle a un problème de contexte réel, elle a un problème d'expérience sensorielle, et donc tout ça fait qu'elle est très différente. Et moi je suis un peu agacée par le fait qu'on essaye toujours de comparer à l'humain. Nous sommes en train de faire des outils qui pourraient être extrêmement utiles, mais arrêtons de dire que ça va nous remplacer. Ça peut améliorer un certain nombre de possibles pour nous. Mais il faut au moins comprendre et pas se faire bluffé par ces machines. Donc,
l'IA générative, c'est un des algorithmes qui vont aussi bientôt disparaître, parce qu'on va finir par se rendre compte que ça coûte beaucoup d'argent et que ça rapporte pas beaucoup si on n'est pas sûr des résultats et si on n'est pas sûr de mettre ces objets dans les mains de tout le monde. Il y a un vrai sujet qui est donc la conscience, le fait que la machine raisonne. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Daniel Kahneman, que je vous conseille, Thinking Fast and Slow. Deux systèmes, un système intuitif qui fait qu'on répond, on va prendre une décision de façon intuitive à partir d'un sous-ensemble d'informations et le temps fait qu'on va répondre très vite. Et le système 2 qui est plus cognitif, où là on raisonne, on regarde ce qu'on connaît déjà. Et donc cette IA générative, elle est très système 1. Elle est réactive. Même si elle n'est pas émotionnelle, elle est réactive. Système 2, ça demanderait de savoir faire de la planification, de savoir d'avoir un but, tout un tas de niveaux qu'en tout cas ces machines n'ont absolument pas. Et on pourrait imaginer un système 3, puisque Kahneman en avait proposé 2, mais beaucoup d'autres chercheurs en proposent un 3e, qui est le fait d'être conscient, de raisonner sur sa connaissance, de pouvoir donc gérer de la complexité. Tout ça, c'est absent dans l'IA générative. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas devant un objet qui va aller très loin. Et Yann Lequin le dit, Luc Julia le dit en France, beaucoup d'autres acteurs qui ne sont pas dans la techno disent le contraire. Regardez à chaque fois si les gens ont des capacités de comprendre comment ces systèmes marchent vraiment d'un point de vue statistique avant de penser qu'on a le diable dans les mains. Un exemple, Generative AI, ça peut entraîner évidemment des données violentes, manipulatrices, c'est garbage in, garbage out, c'est-à-dire si je mets n'importe quoi en entrée, j'aurai n'importe quoi en sortie. Si je mets Mein Kampf de Hitler, j'aurai une IA qui va me raconter des choses de type paroles d'Hitler, avec des variantes. Et pourtant, là, même en fin 2024, des gens disent encore, Apollo Research, qui est un laboratoire de recherche qui regarde comment marchent ces grands systèmes, dit « Oh là là, ça va beaucoup plus loin. Maintenant, ces systèmes sont capables d'avoir des stratégies pour mentir. Ils ont des stratégies de comportement qui sont à un niveau important. » Alors comment c'est possible ça ? Eh bien là encore, dû au fait que ces machines engloutissent nos données, elles sont capables de reproduire ponctuellement des choses qui nous ressemblent. Donc ça veut dire qu'on ment beaucoup, qu'on est capable de faire des choses atroces et que la machine les a récupérées et est capable de faire ça. Bon. ChatGPT, la première question que je posais à mes étudiants, c'est « Êtes-vous poli avec ChatGPT ?» Alors comme je leur avais dit avant, c'est juste des statistiques. Vous voyez, Raja vous a montré les algorithmes et tout ça. Ils me disaient « Bah non, si c'est une machine, je n'ai pas besoin d'être poli. » Eh bien si, il vaut mieux être poli. Parce que cette machine, elle a appris de vos données. Et dans vos données, il y a de la politesse, il y a de l'affect, il y a plein de choses, il y a nous. Et donc la machine, elle est à la fois machinique et en même temps, elle marche sur nos données. Et plus on ira sur une collecte de données spatiales, d'interaction les uns avec les autres, plus ces machines vont engouffrer à l'intérieur les émotions, plein de choses. Donc il faut faire très attention à ça, au discours qui va avec, et comprendre la limite. L'IA générative va produire des choses qui sont de la copie de ce qui existait dans les données, de la base de données qui est utilisée, ou des choses composées de ces puzzles. Bon, et elle ne sait pas du tout si c'est intéressant, et c'est nous qui décidons. L'intelligence humaine, c'est autre chose. Il faut vraiment croire à son cerveau face à ces machines. C'est à un moment donné où on essaie de nous faire peur. Il ne faut pas avoir peur. L'intelligence humaine, c'est beaucoup plus que ça. On a l'habilité, nous, finalement, à décider de choses qui sont importantes pour nous, affectivement, par exemple, ou qui sont liées à l'ordre moral, ce que n'ont pas du tout ces machines, ou elles l'ont de façon massive sur les statistiques de tout le monde. Donc ça veut dire que nous sommes devant une machine inhumaine. Et je pense qu'il faut bien comprendre que cette machine inhumaine, elle a quand même beaucoup d'influence. Le fait qu'elle parle, la parole, c'était que la parole était liée à l'humain. Les animaux ne parlent pas, on sait que nous avons finalement augmenté notre savoir ensemble parce qu'on a communiqué, parce qu'on a échangé, parce qu'on a transmis, parce qu'on a éduqué, et tout ça passe par la parole. Et maintenant, on a ces objets qui parlent. Donc comment on va faire pour distinguer la parole qui vient de ces machines et la parole qui est vraie ? Il y a des problèmes énormes derrière. Donc il y en a plein du Raja vous a déjà donné. Le multilinguisme, c'est important. Toutes ces données sont majoritairement en anglais.
Donc, on aura des systèmes qui ont des intentions peut-être idéologiques, politiques, différentes des nôtres. Ça prend beaucoup d'énergie, donc attention à ça. Les issues éthiques, donc une qui est importante, c'est que si on génère à flot comme ça des productions qui sont venues de machines, ça risque de venir se mélanger à des connaissances, à notre culture, etc., et à générer une espèce de brouhaha, de non-connaissance. Et ça serait atroce si on arrivait finalement à quelque chose de ce type-là. Et qui va freiner? On dit qu'il faut déréguler, donc je ne sais pas. D'un autre côté, ça coûte très cher aussi en énergie, ces machines. Si vous regardez ça, c'est un papier qui vient de Stanford. Si vous regardez la ligne énergie, il y a plein de petits ronds blancs parce qu'on ne peut pas calculer le coût en énergie parce que ce n'est pas assez transparent. Donc on est vulnérable par rapport à ces machines. Elles sont très intrusives. On voit des cas en ce moment de gens qui vont se suicider parce qu'ils accordent à la machine une présence, parce qu'ils sont seuls. On vit beaucoup dans un monde de stress, où il y a beaucoup de dépression, il y a la solitude, et ces machines sont pour certains un ange gardien. Eh bien, il faut faire attention à cela, et je pense qu'on a là quelque chose qui doit être réfléchi dans toute la société. Il y a même aussi des deadbots, vous voyez. Donc maintenant, on est en train de faire parler nos morts, parler nos parents. Vous imaginez l'impact émotionnel de cela? Comment on peut faire un deuil avec un système comme celui-là? Donc vous voyez bien qu'il y a plein de cas où il va falloir faire très attention. Je vais terminer avec le travail. Le travail, il y a eu un test qui a été fait à Harvard, très intéressant, avec GPT-4 ou pas GPT-4, deux ensembles de collaborateurs. Les trois résultats étaient que, globalement, tout le monde était augmenté, c'est-à-dire avait finalement des meilleurs résultats et plus rapidement. Deuxièmement, ceux qui étaient les moins performants parmi les consultants étaient aussi au même niveau que les meilleurs, mais par contre, plus de vigilance au bout d'un certain cas, et on fait attention et on pense que c'est son collègue. Donc là, on s'habitue et on va devenir dépendant. 3 projections sur ces machines. Qu'elles ont des connaissances? Elles n'en ont pas. Elles manipulent de l'information. Qu'elles ont des affects? Elles n'en ont pas. Les affects, c'est les nôtres qui étaient présents dans la base de données. Elles n'ont pas de qualité morale. Ce sont aussi les nôtres. On va faire des anges gardiens, on va vers des systèmes qui vont être proches de nous, qui vont avoir des émotions semblables, dans des contextes semblables. Attention à ce qu'on va faire et dans quelles mains on va les donner. Alors Musk, qui était quelqu'un qui disait « attention », en même temps innove. Donc c'est une espèce de contraste étonnant. Il y a beaucoup de controverses à son propos, beaucoup de critiques, parce qu'effectivement, il va dans les deux sens, c'est le sens du profit avant tout. Et donc, il va être ministre de l'efficacité aux États-Unis. Donc, il a un projet qui est assez infaisable, mais c'est du Musk, hein, puisqu'il doit trouver des milliards de dollars, 2000 milliards de dollars avant le 4 juillet 2026. Et il a l'habitude de renvoyer tout le monde dans ses Twitter, c'est ce qu'il a fait. Je ne sais pas comment il va faire avec le gouvernement américain, qui lui est bien plus protégé. Donc nous avons là un bac à sable aux États-Unis pour regarder comment l'IA va remplacer les employés fédéraux aux États-Unis. Bon courage à Musk. Merci de votre attention.